Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne semaine sur LCI Périscope. Chaque jour, l'actualité économique, sociale, fiscale, en direct. Aujourd'hui, nous allons évoquer notamment les questions liées à la fiscalité. À 16h30, je reçois Philippe Bruneau, le Premier ministre, avec la ministre de la Justice et le grand argentier de France, Gérald Darmanin, sont réunis en ce moment même à Bercy pour présenter le bilan du plan de lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale. J'en parlerai avec le président du Cercle des fiscalistes. Dans un petit instant, Emmanuel Grimaud, nous allons évoquer la question de la retraite, d'être le dirigeant de Maximis Retraite. Alors, il y a beaucoup de choses sur la table. Nous allons parler du cas des commerçants, artisans, professions libérales, chefs d'entreprise. On l'a assez peu évoqué jusqu'à présent. Évidemment, cette réforme change les choses pour eux. Nous parlerons des droits familiaux. Le gouvernement centre ou flèche, si vous préférez, son dispositif vers les femmes seules, ce qu'on appelle les familles monoparentales, des femmes seules avec des enfants, mais s'intéresse aussi au cas des divorcés. Comment d'ailleurs ne pas s'y intéresser, puisque dans les grandes métropoles, un couple sur deux pratiquement divorcera dans les 5 ans qui viennent. Les jeunes époux aujourd'hui doivent se poser de nombreuses questions. C'est comme ça, Emmanuel Grimaud. C'est une statistique que j'ai trouvée et elle est à ce stade assez peu démentie. Puis on parlera bien sûr de la pénibilité et de son financement. J'attends vos commentaires sur Twitter, @PascalPéry avec le hashtag Périscope. Je voulais, avant que nous n'évoquions les questions de retraite, dire 2 mots de la journée de mobilisation des soignants de l'hôpital public. Elle avait lieu vendredi. Évidemment, elle a été complètement occultée par l'affaire Griveaux. Elle est passée inaperçue, mais la préoccupation, les réclamations n'ont pas disparu pour autant. Quelles sont les raisons du mal-être hospitalier aujourd'hui ? Eh bien, j'en ai trouvé au moins 3 et peut-être une 4e aujourd'hui. Un objectif d'augmentation des frais de santé, des dépenses de santé, on parle de l'Ondam, qui est inférieur à l'expression des besoins, une mauvaise coordination entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, la suradministration de la médecine hospitalière. J'insiste sur ce point, cette crise, la crise de la santé en France, n'est pas une crise, en partie une crise du financement, mais ce n'est pas une crise du libéralisme, c'est l'inverse. C'est une crise de la suradministration de l'hôpital. Les médecins passent de moins en moins de temps à rencontrer des patients, à les soigner, de plus en plus à remplir des formulaires. C'est aussi ce qui fait perdre du temps médical. Le temps médical a décru depuis 20 ans alors que les besoins augmentent. Et puis, j'ai trouvé cette 4e raison aujourd'hui dans le journal Les Échos, cette tribune qui est publiée par Étienne Cagnard, qui est l'ancien patron de la Mutualité, et Bernard Guiraud-Chaumeil, qui est ancien professeur de médecine. En 1958, les dépenses de santé représentaient 2% du PIB de la richesse en France, contre 12% aujourd'hui. Les techniques qu'on utilise aujourd'hui, l'évolution de la machinerie notamment, ont été outrageusement favorisées au détriment de la clinique, disent-ils, et j'entends vraiment ce cri d'alarme des médecins aujourd'hui. Il faut rendre de l'autonomie aux équipes médicales. Le nouveau ministre de la Santé parle non pas d'états généraux, mais d'une espèce de grande consultation sur le mal-être à l'hôpital public. Il est connu, monsieur le ministre, le mal-être à l'hôpital public. C'est toutes ces raisons qu'il faut aujourd'hui traiter. L'intelligence humaine doit rester dominante. C'est ce que disent ces 2 spécialistes. Au passage, tiens, Emmanuel Grimaud, on a un nouveau ministre. Vous voyez, il est là à l'image. Ministre des Affaires sociales, des retraites, de l'hôpital, tout en même temps. Est-ce que c'est finalement, une bonne idée de diriger un corps aussi vaste? Alors on nous répondra, oui, c'est les cotisations sociales. Vous payez des cotisations sociales sur votre salaire pour payer l'assurance maladie, pour payer l'assurance vieillesse. Mais est-ce que ce n'était pas l'occasion, là, avec ce changement de titulaire, de séparer les choses ? Ça aurait été une bonne idée. Le seul point commun, effectivement, entre tout ce qu'on va appeler les branches de la sécurité sociale, c'est que ça s'appelle sécurité sociale. Mais le ministre, qui doit en même temps être un spécialiste de l'hôpital, un spécialiste de toutes les problématiques de médecine, et lui, il l'est, qui sont importantes, et vous en avez parlé, la retraite n'a rien à voir avec l'hôpital. La retraite, ça relève beaucoup plus du droit du travail, de toute la problématique du travail. Dans la sécurité sociale, il y a aussi les aides au logement. Les aides au logement n'ont rien à voir avec l'hôpital. Donc, dans toute cette partie solidarité, je ne comprends pas qu'on n'ait pas effectivement 2 ministres, un pour l'hôpital et la médecine, qui est très important, et un autre pour les autres sujets, comme les retraites ou les aides au logement ou les aides sociales. Peut-être une occasion ratée, là, d'apporter un peu de clarté dans le débat. Ce ministre, il a aujourd'hui 2 immenses dossiers
à gérer ces deux dossiers considérables, Bien parce sûr. que c'est le modèle social, en réalité. Je dirais que c'est peut-être même le ministre du modèle social français, avec une sécurité sociale universelle, une retraite, elle aussi universelle, pas nécessairement unique, on va y venir, mais là, bien, on avait l'occasion peut-être d'apporter un tout petit peu de clarté. Alors, on va évoquer la question de la réforme des retraites. Elle arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Comme moi, vous avez suivi le petit feuilleton, j'imagine, la semaine dernière de cette commission qui a examiné une partie des amendements déposés. Bon, c'est des amendements de pure forme. Eh bien, on n'est pas au bout de nos difficultés, si je puis dire, puisque 41 000 amendements ont été déposés. Ils vont être examinés non plus par la commission spéciale, mais par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Il est probable que les débats vont s'enliser dans la procédure. Des amendements de pure forme pour certains, dont la seule ambition est simplement de ralentir l'examen du texte. Le pire d'ailleurs est peut-être que le travail autour de ces amendements l'emportera sur le débat de fond, comme l'explique maintenant Emeline Koch. Après une bataille acharnée en commission, c'est dans l'hémicycle que la réforme des retraites va désormais être examinée. Avec 41 000 amendements déposés du jamais vu, dont 23 000 par la France insoumise, l'opposition poursuit sa guérilla parlementaire. Le but, ralentir encore un peu plus le processus. Ça va donc prendre des semaines et des semaines et des semaines, pendant lesquelles le mouvement social va lui aussi pouvoir s'étendre. La majorité dénonce une stratégie d'obstruction et déplore le manque de communication et de débat. Nous avons un fort risque pour que le débat commence par l'idée de rejeter le texte dans son ensemble. Nous ne céderons à aucune provocation, à cette tentative d'obstruction. Nous opposerons une détermination massive, sereine et constructive. Le gouvernement visait une adoption du texte en première lecture début mars avant les élections municipales. Un calendrier difficilement tenable compte tenu de la quantité d'amendements déposés. 2-3 mots de commentaire sur ce qu'on vient de voir. Il y a une espèce de jubilation des députés de l'opposition à retarder l'examen du texte, ou en tout cas à enliser les débats dans du formalisme. Je crois qu'il faut dire les choses très simplement. Puis il y a un deuxième élément qui est le calendrier. On voit qu'il y a au fond deux priorités là, qui s'affrontent. D'un côté, appuyer sur le frein pour donner du mouvement et donner de l'ampleur au corps social, aux manifestations du corps social, la France insoumise. De l'autre côté, pédaler le plus vite possible pour essayer de faire avancer les choses. C'est très incompatible tout ça. Complètement. Je crois que c'est quand même dommageable, voire déplorable, de voir effectivement un détournement du mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale, qui est des critiques, qui est des objections, qui est des améliorations. Évidemment, il y en a forcément. Et malheureusement, en fait, les critiques ne vont pas pouvoir être entendues et écoutées et travaillées parce qu'on va passer du temps sur ces 40 000 amendements qui, pour certains, consistent à déplacer un point ou une virgule dans le texte. Ça, c'est le débat qui va perdre de ce qui va perdre sa place. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment dommage. Oui, parce qu'à la sortie, on attend une réforme qui présente peut-être pas un caractère définitif, éternel, enfin une réforme solide. On change de système, rappelons-le. Donc on parle quand même de la retraite des générations qui viennent. Là. Absolument. On parle d'un système qui existe depuis 70 ans et on va le modifier pour les 50 ans, 70 ans à venir. Donc ne pas laisser le temps au débat, ne pas laisser le temps aux amendements importants, intéressants, d'où qu'ils viennent, éventuellement de la France insoumise, c'est vraiment du gâchis. Alors, il y a plusieurs priorités qui s'affrontent. Manifestement, je voulais vous entendre sur ce sujet-là. Je pense avoir compris que le choc des priorités, c'est d'un côté, pour la CFDT, il y a une espèce de face-à-face, CFDT-MEDEF. La CFDT est très en pointe. La CFDT dit la priorité, c'est la pénibilité. Pour le MEDEF, la priorité, c'est le financement. Est-ce qu'à votre avis, les deux sont incompatibles ? Non, les deux ne sont pas forcément incompatibles. Toute la problématique de la pénibilité, et le débat est sur la table depuis quelques années, c'est là d'avoir une définition objective, rationnelle, quantifiable de la pénibilité. Et mesurable, j'imagine, parce qu'il faut que ça puisse être mesurable. Vraiment mesuré finement. Absolument. Et moi, je n'ai pas compris que le MEDEF était opposé à la pénibilité, je n'ai pas compris que le MEDEF était opposé aux carrières longues. Donc je pense qu'il y a un consensus en France sur le fait que oui, les métiers pénibles doivent pouvoir partir plus tôt, doivent pouvoir, quand on a commencé à travailler à 16 ans, partir avant un cadre qui a commencé à travailler à 24 ans. Là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de débat.
Ensuite, effectivement, le risque qu'on a, c'est que demain, tout le monde va se revendiquer d'un travail pénible et qu'effectivement, de nouveau, ce soit un petit peu les métiers, les professions, les corporatismes qui ont le plus grand pouvoir de nuisance qui puissent obtenir le plus de défense de leur cas personnel. Et ça, là encore, c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas... Si les ouvriers du bâtiment se mettent en grève, il y aura, à mon avis, assez peu de conséquences sur la vie des gens. Enfin, peut-être ceux qui ont acheté ou ceux qui cherchent à louer, mais ça n'aura pas les conséquences que ça pourrait avoir dans le secteur des transports, de l'énergie. Et là, donc, vous dites en substance, la capacité de blocage reste clairement identifiée. Oui. Absolument. Et il faut qu'on compte sur une attitude responsable. Civique et responsable. Des syndicats pour dire oui, c'est vrai, tel métier dans le privé, dans le public, peu importe, a cette pénibilité et qu'on ait une approche la plus objective possible. Alors on va écouter Geoffroy Roux de Bézieux, il était ce matin chez nos confrères de RTL. On parlait tout à l'heure du rythme. On voit qu'il y a deux priorité. Il y a d'un côté ceux qui veulent gagner du temps ou acheter du temps, et puis il y a ceux qui voudraient aller plutôt vite, c'est-à-dire faire voter le texte avant les municipales. On est à 4-5 semaines des municipales, c'est quand même extrêmement ambitieux. Et Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, est inquiet, lui, de la précipitation dans le traitement de la réforme. On est sur un projet majeur qui change le système de retraite. On a beaucoup de questions sur le financement, pas seulement le financement court terme jusqu'en 2027, mais comment sera équilibré le régime plus tard. Je crois que c'est important pour les Français de savoir que le régime sera équilibré. Je crois que le calendrier dans lequel on est enfermé n'est pas tenable. À fin avril, il faut avoir voté la loi. Et ça veut dire 2 mois pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent tous les jours. Je crois que c'est pas raisonnable. Alors, il y a une certaine légèreté quand même. Enfin, moi, j'observe les choses, je me dis, il y a un peu de légèreté d'une certaine opposition qui est dans la procédure. Il y a une certaine légèreté du gouvernement aussi, en retour, qui est de vouloir absolument accélérer le temps, alors qu'il y a énormément de questions qui restent posées. On va se les poser, les femmes seules, les familles monoparentales, les divorcés, etc. Puis il y a la question du financement. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on fait avancer le principe d'une réforme aussi importante sans avoir, à minima, un peu de clarté sur les leviers de financement. Et puisqu'on évoquait le cas de la pénibilité, on ne sait pas qui va payer. C'est vrai que... Alors, là, on parle d'un vote au mois de mars. Oui. On entend surtout que le gouvernement voudrait que ce soit fini avant l'été, avant le mois de juillet. Donc mais ce calendrier, pour que ce soit terminé avant juillet, implique une première étape qui se termine rapidement. Je suis d'accord, c'est extrêmement rapide compte tenu de la complexité du sujet, compte tenu de la multiplicité de sujets à l'intérieur de chacun, droits familiaux, réversion, pénibilité, etc. C'est vrai qu'on est sur un calendrier qui est difficilement tenable, d'où justement, j'ai envie de dire, la stupidité de l'obstruction parlementaire qui n'arrange rien et qui risque de faire passer des textes non discutés. Qu'est-ce qui risque de se passer ? On va traîner cette affaire tout au long de l'année, là ? Moi, je pense qu'effectivement, d'ici l'été, c'est quand même très challenging et qu'il est probable que ça décale, comme ont souvent d'ailleurs décalé les réformes de retraite, qui ont toujours été plus longues. Je pense que si on arrivait à avoir un consensus minimum d'ici la fin de l'année, ce serait déjà très bien. Le front est très éclaté. Il y a le gouvernement, je ne suis pas sûr qu'ils soient à peu près d'ailleurs tous d'accord sur tous les sujets. Il y a les relations avec la CFDT, on voit qu'il y a la pénibilité qui est en cause, il y a les relations avec le MEDEF, c'est le financement, et à l'intérieur même de la sphère sociale, du côté des syndicats de salariés, la CGT-FO sont sur une ligne, la CFDT, la CFTC sur une autre, la CGC sur une troisième. Absolument. À l'intérieur du camp patronal, il y a d'un côté, puisqu'on parle du financement, on va regarder d'ailleurs qu'il y a une problématique de financement, qui va payer la pénibilité ? Est-ce que c'est les branches qui sont concernées ? On va dire les choses simplement, bâtiments, travaux publics, essentiellement. Ou est-ce que le financement sera mutualisé ? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une opposition. Dans le front patronal, il y a ceux dans lesquels les métiers du bâtiment et des travaux publics sont très représentés, qui voudraient évidemment faire partager l'effort. Et puis il y a les autres qui disent non, c'est pas nous, on ne veut pas payer. Donc comment arriver à mettre tout le monde d'accord ? Je pense avoir décrit les choses peut-être de façon un peu fouillie, mais quand même assez fidèle. C'est un front complètement éclaté aujourd'hui. Absolument. Et en fait, c'est vrai que jusqu'à début décembre, on avait quand même une certaine harmonie sur
et une certaine acceptation du principe. Et c'est vrai que depuis décembre, et les mouvements sociaux, c'est parti dans tous les sens. Chacun, vous avez cité les positions des syndicats, mais ensuite il y a les différents corporatismes qui ont fait que, à tort ou à raison, très 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 souvent à tort quand même, parce que dans ce qu'on entend comme revendication ou comme perception, il y a beaucoup d'idées reçues qui sont fausses, de régimes pour lesquels la réforme est très favorable et qui sont persuadés qu'ils vont être lésés. C'est quand même un petit peu dommage. Donc il y a eu cette cacophonie de décembre-janvier, cette mauvaise communication, ça tirait dans tous les sens avec chacun essayant de tirer un petit peu la couverture à soi. Ça facilite pas du dialogue serein. Le rôle de cette émission est d'essayer de mettre un peu de sens dans tout ça. Je voudrais qu'on dise quelques mots du cas des artisans, des commerçants, des libéraux. Quel est le modèle actuel et en quoi sera-t-il amélioré pour ces activités ? Alors, si on prend par exemple les commerçants et les artisans, aujourd'hui, ils ont un système qui est extrêmement pénalisant. Et les agriculteurs également. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont des retraites qui sont très basses. Pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on dit et à ce que beaucoup pensent assez logiquement, le système des 25 meilleures années n'est pas du tout une protection. Au contraire, c'est un accélérateur de punition pour les carrières atypiques. Première chose, celui à qui il va manquer uniquement 5 années de cotisation va perdre jusqu'à 35% de sa retraite, juste pour 5 années manquantes. Vous avez bossé 37 ans, vous avez cotisé exactement la même chose que votre cousin qui a bossé 42 ans. Lui, il aura payé 2% de cotisation en plus, il aura 51% de retraite en plus. Ouais. Ça, c'est la première chose sur les trimestres manquants. Deuxièmement... Et comment on les explique, les trimestres manquants ? Les trimestres manquants, c'est parce que quand vous créez votre boîte, vous ne vous payez pas pendant 5 ans, parce que vous avez pu vous arrêter, parce que vous êtes une maman, parce que vous avez pu faire des études tardives, parce que votre employeur n'a pas cotisé, parce que vous êtes parti à l'étranger pendant 3 ans. Il y a plein de raisons qui peuvent... Vous avez repris des études. Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer d'avoir 5 trimestres manquants. Et puis, attendez, 37 années de travail, c'est quand même un sacré labeur. Bien sûr, quand j'ai travaillé 37 ans, j'ai travaillé d'autant plus qu'en réalité... Comme on peut valider une année, 4 trimestres en ayant travaillé sur seulement 2 mois, les personnes qui ont 42 annuités n'ont pas forcément travaillé beaucoup plus que celles qui en ont que 37. Ensuite, quand on pense meilleures années, on se dit tiens, j'ai fait une bonne année, j'ai gagné un bon salaire. Eh bien non, pas de chance, parce qu'en réalité, c'est la somme des journées travaillées. Donc si vous avez fait une très bonne année, mais que vous avez travaillé que 6 mois, eh ben, vous aurez que la moitié du plafond de la Sécu. Et donc, toutes les carrières... Ça, c'est pour artisans, commerçants. C'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais ça frappe en particulier... Les femmes, les précaires, les intermittents, les artisans, les commerçants, les agriculteurs. C'est rare qu'un agriculteur ait une année du 1er janvier au 31 décembre où il ait les 12 mois une bonne rémunération. Et bien, lui va être pénalisé. C'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec des retraites aussi... basse, voire ridicule pour ces populations, indigente pour des personnes qui pourtant ont cotisé. Dans le nouveau système, ils n'auront pas cette double peine qui est que si j'ai pas 25 années au plafond de la sécurité sociale d'un côté et que j'ai bien travaillé pendant 42 annuités, travaillé déclaré aussi. Les conjoints des commerçants ne sont pas déclarés ou n'ont pas été déclarés pendant des années. Là encore, les précaires, les carrières atypiques n'ont pas forcément été déclarées. Donc il y a plein de raisons qui font que toutes ces populations sont pénalisées et qu'elles ne le seront plus ou beaucoup moins dans la réforme. Alors, ce sont des professions qui ont accès à un dispositif qui s'appelle le Madelin. Madelin, c'est le nom de l'ancien ministre que je recevais, je crois, lundi dernier d'ailleurs, et qui était à votre place. Est-ce que ces professions ont recours de façon générale au Madelin ? C'est un système de retraite privé. Privé, une espèce de fonds de pension. Alors, oui, dans certaines professions. Des professions libérales à fort pouvoir d'achat. Médecins, avocats, effectivement, vont pouvoir cotiser beaucoup au Madelin. C'est d'ailleurs totalement paradoxal, parce que quand vous faites des études poussées, vous vous rendez compte que les avocats vous disent « je ne cotise pas à la CNBF sur la partie facultative parce que je ne vais pas gagner grand-chose » et ils vont cotiser en Madelin. Or, en réalité, ils gagneraient 2 fois plus de retraite et de rente en cotisant à la CNBF qu'en allant cotiser dans le Madelin. Caisse nationale des barreaux de France. Caisse nationale des barreaux, caisse nationale des avocats. Donc effectivement, mais l'agriculteur ou le petit commerçant, là encore, n'a pas les moyens... La capacité de trésorerie à payer un régime complémentaire. Quelle est en moyenne aujourd'hui ? On a des idées sur la moyenne de retraite des commerçants, des artisans en France ? Alors, sur la moyenne, si vous avez une carrière complète à la CNAV, mais la retraite des commerçants est calculée de la même manière, vous aurez une retraite au bout de 42 annuités de carrière de 1 100 € environ.
Donc effectivement, vous pouvez imaginer que les commerçants, eux, sont forcément en dessous, d'où les 900, Donc 800. pour eux, la barre à 1 000 euros est plutôt un progrès. Ah, mais c'est un gain quasi certain pour 70% de ces populations. Ça permettra de salarier madame ou monsieur qui ne l'étaient pas jusqu'à présent? Alors, c'est plus une prise de conscience du fait qu'effectivement, et je crois que la période qu'on vit depuis 15 ans, mais surtout depuis 2 mois, fait prendre conscience que finalement, payer des cotisations, les Français n'aiment pas les charges sociales. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter de payer des charges Ce ne sont sociales. pas des charges. Là, on se rend compte que finalement, c'est un revenu différé. Donc, si ça peut avoir au moins cet avantage de pousser les gens à cotiser pour leur conjoint qui travaille, effectivement, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais il faudra 40 ans avant que ça bouge. Mais quand vous décrivez cette situation, on voit qu'on est aujourd'hui dans un modèle qui est extrêmement inégalitaire. J'en veux à personne, hein, mais vous avez des cheminots qui partent à 52 ans ou qui peuvent partir à 52 ans, qui font certes un travail qui est un travail essentiel. Hein, les conducteurs de train, les conducteurs de métro font un travail qui est essentiel. Enfin, ils partent à 52 ans quand même, avec un taux de remplacement qui est très élevé. Vous avez de l'autre côté des artisans, des commerçants, des professions libérales, des agriculteurs qui travaillent pour certains jusqu'à 60, 65 ans et qui ont une retraite indigente. Le modèle, enfin, disons les choses très clairement, le système d'aujourd'hui est très injuste. Il est complètement injuste, il est incompréhensible. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a du mal à expliquer pourquoi il est bon de le réformer, parce que les gens ne comprennent pas les inconvénients du système actuel. Effectivement, à cotisation équivalente, vous pouvez même faire baisser votre retraite en payant des cotisations. Mais ça, on ne le voit pas. Ça, on ne le voit pas. Donc indépendamment des régimes spéciaux, effectivement, on va dire favorisés comme les cheminots, à l'intérieur même des régimes, des métiers plus classiques, vous avez des divergences de cas et des personnes qui sont très pénalisées par la formule de calcul. Alors, Emmanuel Grimaud, avant d'évoquer les droits familiaux qui ont été sanctuarisés, hein, l'enveloppe a été sanctuarisée dans la réforme. Je voudrais qu'on dise 2 mots de l'emploi des seniors et de la question de la mobilité. C'est-à-dire qu'on se pose depuis très longtemps la question de savoir pourquoi les seniors ont du mal à retrouver un travail. Alors quand ils sont dans une métropole, c'est assez simple de retrouver un travail. C'est plus simple en tout cas qu'à la campagne. Eh bien, en suivant cette enquête réalisée par François Langlais à la Souterraine, dans le département de la Creuse, vous vous rappelez GMS? GMS, c'est cette entreprise fournisseur du secteur de l'automobile qui a fermé ou partiellement fermé dans ce département, dans cette ville de la Souterraine. En suivant son enquête, vous allez comprendre que la question de la mobilité est absolument centrale pour les seniors qui cherchent à retrouver un travail. Pourquoi les seniors sont-ils exclus du marché du travail? Pour répondre à cette question, je décide de me rendre à la Souterraine dans la Creuse. La Souterraine Industrie, c'est ça? En 2017, la ville était frappée par un plan social dans son entreprise principale, GMS. Après des mois de conflits pour préserver leur emploi, 157 salariés ont fini par être licenciés. La moitié étaient des seniors. 2 ans plus tard, beaucoup d'entre eux n'ont pas retrouvé d'emploi. C'est le cas de Jean-Marc Ducourtiou, 55 ans. Bientôt, il ne touchera plus d'indemnité chômage. Mais pour trouver un emploi dans la même branche, il sait qu'il lui faudrait déménager. Il ne peut s'y résoudre. À 20 ans, se projeter en nomade pour aller chercher du boulot, c'est pas gênant. J'ai déjà fait. Mais à 55, c'est plus compliqué. On a pris racine. On a pris racine, et puis les racines sont profondes. Pas facile de redémarrer une carrière comme Jean-Marc, surtout ici dans cette région où l'industrie a pris des coups. Et pourtant, des seniors au travail, il y en a. En France, le taux d'emploi des 50-64 ans est passé de 43% à 61% en 25 ans, presque 20 points de progression. J'ai d'ailleurs rendez-vous avec Fabrice, il est chef d'entreprise, et les seniors, il en a vraiment besoin. Alors vous êtes l'homme qui embauche des seniors? Oui, pas que, mais effectivement, chez nous, on embauche des seniors, oui. Il en a recruté 5 ces 2 dernières années. Monsieur Rousseau, c'est quelqu'un que j'ai recruté il y a 2 ans parce que j'avais besoin d'un encadrant, justement, d'un encadrant sur la partie bâtiment. Il avait le profil que je recherchais, l'expérience. Ah, il a formé quelques apprentis. Hein. Des salariés compétents et plutôt heureux. Vous voyez travailler jusqu'à quel âge? Oh, je ne sais pas prêt de s'arrêter avec notre président. Travailler plus longtemps, c'est inévitable à cause de l'allongement de l'espérance de vie. Et les comportements commencent à changer, tant du côté des employeurs que du côté des salariés. Mais il reste du chemin à faire.
aujourd'hui, près de 60% des demandeurs d'emploi de plus de 50 ans sont des chômeurs de longue durée. Alors, un des enjeux de la réforme, c'est précisément le cumul emploi-retraite. Alors, pour de nombreuses raisons. D'abord, parce qu'il y a des secteurs dans lesquels il manque de la main-d'œuvre, parce qu'on a des personnes qui ont autour de 60 ans, qui ont une vraie qualification, qui doivent transmettre un savoir-faire, une expertise. Puis, il y a le cas qu'évoque François, là, François Langlais, à la souterraine. C'est compliqué de retrouver un travail dans le secteur de l'industrie, mais il faut penser aussi à ces seniors, et ça pose la question de la mobilité. Alors, il y a plein de sujets. Oui. Le premier, c'est qu'effectivement, le cumul emploi-retraite, il a été mis en place en 2003, il a été facilité à partir de 2009. Tout le monde est d'accord, et c'est une bonne nouvelle, pour le faciliter encore plus. Aujourd'hui, on a 500 000 personnes identifiées en cumul emploi-retraite, donc ça veut dire qu'il y en a plus. Ça correspond à 30% des personnes qui sont parties dans les 4 dernières années, hors carrière longue. Est-ce que ça correspond à un vrai besoin des entreprises? Bien sûr. Oui. C'est 500 000 personnes, si elles sont en cumul emploi-retraite, identifiées, parce qu'en auto-entrepreneur, je ne suis pas forcément identifié. Ça veut bien dire 500 000 contrats de travail. Donc, c'est que les entreprises les embauchent. Donc, oui, c'est vrai, on a eu, il y a 15 ans, cette propension en France à dire quelqu'un de 50 ans ne sert plus à rien. Aujourd'hui, d'une part, c'est pas vrai. Les chiffres du chômage nous ont dit que en ce moment, en Mayenne, on a un taux de chômage extrêmement bas, à 5%. On est à 5%. On rejoint le problème de la mobilité. Évidemment qu'avec la pénurie de personnel qu'on ressent dans beaucoup de secteurs, inévitablement, ça va jouer sur l'emploi des seniors. Et l'avantage du cumul emploi-retraite, c'est que ça permet de travailler à un rythme différent. Ça permet de travailler 2 jours par semaine, 3 jours par semaine, 1 semaine par mois. Il y a une étude de l'Inspection générale des affaires sociales il y a quelques années qui était très intéressante et qui montrait que seulement 8% des personnes en cumul emploi-retraite le faisaient par nécessité économique, par vraie pauvreté. 92% le faisaient pour d'autres raisons. Donc, la mobilité est un des sujets. Oui. C'est vrai qu'il faut qu'on y travaille. C'est très français. Aux États-Unis, vous vendez votre maison, vous trouvez un job, vous habitez à Chicago, vous trouvez un job en Californie, vous vendez votre maison dans la journée, vous en avez racheté 2 jours après. Ouais. Les droits de mutation en France font que c'est complètement impossible. Le gouvernement a mis en place le bail mobilité. Le bail mobilité, c'est pour quelqu'un qui travaille, qui habite dans le Nord, où il y a beaucoup de chômage, d'aller en Vendée ou en Mayenne, de tester, de voir si on passe la période d'essai, de voir si la région vous plaît, et de vous dire ensuite, 6 mois après, en disant tiens, j'ai un CDI, pourquoi pas bouger avec mon conjoint. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui. On commence tout juste, mais c'est vrai que la France est très figée et très ancrée dans ses racines et dans son logement. L'identité, les terroirs jouent un rôle important. C'est vrai que je me mets à la place de ce monsieur Ducourtiou là, que François Langlais a rencontré. Et il a commencé à travailler chez GMS, il a construit sa vie, il a un réseau social, il a ses habitudes. On ne peut pas lui demander de vendre sa maison. D'abord, il n'y aurait peut-être personne pour l'acheter. C'est le premier point, parce qu'il y a une crise, il y a une crise du marché de la vente, en tout cas, dans ces territoires. Donc, donner un petit coup de pouce, là, en matière de mobilité, pourrait être utile. Mais je voulais qu'on dézoome un petit peu avec ce message qui nous a été adressé aujourd'hui sur Twitter par Alain Villard, qui évoque un autre sujet qui, moi, me préoccupe beaucoup, et qui rejoint le débat politique de fond sur la réforme, qui dit, en fait, il y a une très grande iniquité entre les générations. Il rappelle que le taux de remplacement était de 75%. Le taux de remplacement, c'est ce que vous allez toucher, c'est votre retraite par rapport à votre revenu, à votre dernier revenu. 75% du dernier revenu pour la génération 1955, 63% pour la génération 2000, et tendanciellement, ça baisse. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'en fait, les retraites très généreuses qu'on a eues en France pendant très longtemps, qui ne sont pas volées, ne sont pas imméritées, mais elles étaient généreuses parce que démographie, parce que croissance, parce que productivité, il ne faut pas les attendre pour l'avenir. Donc tous ceux qui vous disent aujourd'hui les retraites vont baisser, ils ont raison de le dire, vraisemblablement. Mais ce n'est pas de la faute du gouvernement, c'est parce que le modèle évolue dans ce sens. Alors là encore, il y a plein de sujets. Première chose, la retraite moyenne des Français entre 2004 et 2018 est passée de 1 600 € à 1 800 € en moyenne, corrigée d'inflation. Donc, c'est une retraite moyenne. Les retraites ne sont pas en baisse, les retraites sont en hausse, mais sur tous les profils, elles sont en hausse, contrairement à ce qu'on imagine. Deuxièmement, oui, c'est vrai que le taux de cotisation, le taux de remplacement était beaucoup plus généreux, mais on avait une retraite qui durait 5 ans. Là, on a des retraites qui durent 25 ans. Oui. Il y a un moment, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on vous prélève, ça y est, tout le monde le sait, 28% sur votre salaire pour financer votre retraite.
Si on voulait pouvoir continuer à prendre sa retraite à 60 ans tout en vivant beaucoup plus, est-ce que vous êtes prêt à laisser 35%, 40%, 50% de votre salaire aujourd'hui juste pour financer votre retraite? Non. Donc, il y a un taux de remplacement qui est en baisse, mais on en profite plus longtemps. Et effectivement, on a une tendance qui est inévitable, naturelle, mais là encore souhaitée par beaucoup de personnes à l'approche des 60 ans, qui est de dire, moi j'ai envie de continuer à travailler, et le cumul emploi-retraite ou la retraite progressive sont des bonnes solutions d'atterrissage en douceur. Alors, on va évoquer la question des droits familiaux, c'est un tout petit peu technique. Alors, les droits familiaux, on passe d'un modèle ancien qui était là aussi assez généreux à un modèle nouveau qui répond à un vrai choix politique. C'est majoration de 5% par enfant. Alors, on majore la pension par enfant et plus 2% au troisième enfant. En fait, donc, c'est 5 plus 2 égale 7%, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, avec 3 enfants, c'est ça, on peut espérer une majoration de la pension de retraite de 17%. 17%, absolument. C'est considérable, non? C'est beaucoup. Et on ne peut pas dire que c'est antisocial. C'est pas antisocial. Alors, souvent, on dit, oui, mais je vais perdre les 8 trimestres par enfant que j'avais dans le système actuel. C'est ça. Sauf que comme dans le nouveau système, on ne prendra plus en compte les trimestres dans le calcul, en réalité, on ne perdra rien parce que je pourrais, dans le futur système, vous donner 40 trimestres par enfant. Ça ne joue pas sur le calcul. Donc, effectivement, le nouveau système est a priori, on a fait pas mal de simulations, et a priori plus favorable. Il est plus favorable parce que le système, les majorations n'arrivaient qu'au troisième enfant pour les familles nombreuses. Là, il va arriver dès le premier enfant. Et effectivement, on a plutôt quelque chose qui est équilibré. Alors, on entend souvent, oui, mais c'est pas juste parce que les grosses retraites vont toucher plus que les petites retraites. C'est vrai, mais les grosses retraites ont aussi cotisé beaucoup plus. Et j'irai même plus loin, certains de mes clients me disent, mais moi, j'ai fait 5 enfants, j'ai fait 6 enfants, donc je contribue beaucoup plus au financement. Oui, au financement futur. de la retraite, bien sûr. Ouais. Donc je pense qu'on a un système sur les familles, sur les enfants qui est assez équilibré. Ensuite, sur la réversion, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on va aller vers un système qui soit le même pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a 42 régimes, il y a quasiment 42 systèmes de réversion. Et n'oublions pas que les complémentaires, pas plus tard qu'en 2015, avaient prévu de mettre des conditions de ressources sur les majorations pour les réversions sur les retraites complémentaires. Ça allait mettre des centaines de milliers de femmes dans la rue. C'est passé complètement inaperçu. Personne n'a manifesté. C'était très étonnant. Là, on est dans un système qui on l'avait à l'écran. C'est une garantie de revenus. Oui. C'est une garantie de revenus. C'est 70% du revenu du ménage pour le survivant, pour le conjoint survivant. Et c'est accessible dès 55 ans. Ça a de l'importance, ça? Ce qui est déjà le cas aujourd'hui. On est revenu... Mais il y a beaucoup de demandes dès 55 ans? Oui, il y a des demandes. Alors, vous pouvez même bénéficier de la réversion dès lors que vous avez 2 enfants à charge, peu importe votre âge. Mais malheureusement, les accidents de la vie font qu'on peut avoir une veuve, puisque dans 95% des cas, ce sont des veuves, qui a besoin de toucher sa réversion un peu avant les 60. Là on a une garantie de niveau de vie, c'est ça la philosophie. Absolument. Une garantie, vous êtes seul, on vous donne 70% de ce que gagnait le couple. Même si c'était uniquement le défunt. Alors qu'autrefois, dans le système précédent, il y a une règle déjà, c'est pas de mariage, pas de réversion, ça il faut que les Français en soient bien conscients. Si on veut le concubinage, le pacte sont exclus, c'est ça, du dispositif. Absolument. Si on veut protéger son conjoint, il faut passer devant monsieur le maire. On pense qu'on en veut, mais c'est important. Et effectivement, on pouvait se retrouver avec des conjoints qui, pour peu qu'ils aient des petits revenus, perdaient la réversion sur la retraite de base et se retrouvaient en difficulté. Là, on stabilise globalement le revenu du conjoint survivant. Alors, on va donner une dernière explication un peu technique, c'est le cas des divorcés. Alors, pourquoi c'est un cas, il n'est plus tout à fait marginal, c'est-à-dire qu'on divorce beaucoup aujourd'hui dans la société française, c'est peut-être pas le cas au XXe siècle. Alors, en faveur de l'ex-époux, au prorata du temps passé, ensemble, 100 ans, sous condition de ressources, voilà comment ça se calcule. C'est la pension avec l'assurance de 55%, donc vous le multipliez par 55, et vous le multipliez ensuite par les abscisses et les ordonnées, durée du mariage sur durée de cotisation, et ça vous donne la pension qui est versée à une personne qui a partagé votre vie, mais dont vous êtes séparés. Enfin, ça concerne quand même de plus en plus de Français. Et ça, c'était un vrai point de friction. Alors, ça existait déjà. Dans le système actuel, vous avez une proratisation en cas de pluralité de conjoints. Une première femme, un premier mari, une ex-femme, on faisait
la proratisation en fonction de la durée de mariage. Dans la version du rapport Delevoye de juillet, le rapport avait dit on met en place le système des 70% des revenus du couple, et puis tout ce qui est conjoint, histoire préalable, tant pis, il faut régler ça au moment du divorce. Et effectivement, ça crée beaucoup de cas de complexité, notamment sur toute la période de transition. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour une personne qui prend sa réversion dans 25 ans, qui est dans le nouveau système, mais qui a divorcé il y a 5 ans, donc avant que les choses puissent avoir été réglées par le juge. Et ça pouvait créer des possibilités, des cas problématiques, notamment lorsqu'une femme avait été maltraitée, divorcée, n'avait pas travaillé, on l'avait empêchée de travailler. Donc là, effectivement, on dirait que le législateur essaye de remettre un petit peu, là encore il y a beaucoup de cas particuliers, mais de remédier à tous les inconvénients qu'on pouvait trouver dans la première version. Alors, Emmanuel on pourrait se poser la question d'ailleurs, pourquoi 55% et pas 70%? Oui, en effet. Oui, c'est une excellente question. Je voulais qu'on termine avec l'appel à la grève de l'UNSA aujourd'hui. Bien, on est toujours dans le débat sur les retraites. Appel à la grève, vous vous rappelez de cet appel à un lundi noir dans le secteur des transports. L'UNSA ferroviaire, bien, la journée a été très peu suivie. La journée noire est en réalité une journée très ensoleillée, en tout cas pour ceux qui sont à Paris. Écoutez, Philippe Martinez, il était ce matin l'invité d'Elisabeth Martichoux sur LCI. Il regrette un petit peu, il le dit à mots couverts, le cavalier seul de l'UNSA, et il renvoie à la journée de jeudi, journée d'action intersyndicale. Jeudi, il y aura des grèves. Il y aura des grèves dans le public, dans le privé. Dans les transports aussi? Il y aura des grèves dans les transports aussi. Vous pensez que ça prendra plus qu'aujourd'hui? Quand il y a unité des organisations syndicales, forcément, c'est plus fort. Alors, oui, c'est évident. Quand tout le monde est ensemble, c'est plus fort. Vous pensez qu'il y a toujours une mobilisation, là, en 30 secondes, une mobilisation syndicale forte autour de cette question? Ou est-ce qu'on est rentré, on a soulevé le capot, on est rentré finalement dans les débats sur pénibilité, financement, etc. Je débattais il y a 2 semaines sur votre antenne avec un des leaders de la CGT et qui me disait effectivement au plateau, c'est vrai que cheminots, RATP, SNCF sont les grands perdants de la réforme, mais comme vous le disiez tout à l'heure, ils ont un système qui est aujourd'hui tellement favorable que c'est un rééquilibrage. C'est assez logique. Et il me disait, mais de toute façon, avec la clause du grand-père qu'on a obtenue, il n'y a quasiment personne qui est concerné. Donc, il faut savoir finir une grève. Et en l'occurrence, je pense que tout le monde aurait intérêt à aller discuter sur les points importants, pénibilité, droits familiaux, passage d'un régime à un autre, plutôt que de se battre sur s'arc-bouter sur des principes. Voilà un conseil de sage. Merci beaucoup, Emmanuel Grimaud.